Bonjour à vous, ODH Notes, auditrices, auditeurs ou simples curieux et curieuses qui viennent de découvrir cette nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube ODH TV 2. Bienvenue dans ce nouvel entretien des mémoires de l'ufologie francophone en partenariat avec l'association du Sceau, sauvegarde et conservation des études et archives ufologiques. Pour ce nouvel interview, nous avons vu dernièrement du côté de Rennes-les-Bains au deuxième symposium ufologique de la Haute-Vallée de l'Aude, Guy Coatenroc, ufologue, mais également rédacteur en chef de la Gazette de l'UFO. Mais passons dès à présent à son interview. Eh bien, nous sommes le dernier jour du symposium ufologique et je viens de croiser un ami que j'ai rencontré et vu de nombreuses fois, mais interviewé en juin 2019 à Albi. Bonjour Guy Coatenroc, comment vas-tu ? Aujourd'hui je vais bien, mais enfin j'ai eu ces derniers temps un peu de fatigue et j'avais l'intention de venir au symposium, mais bon, j'ai réussi ce matin à pouvoir venir par les petits chemins sans prendre les autoroutes pour venir vite, c'est-à-dire que je suis venu tranquillement. J'ai eu un peu de mal à monter la côte qui arrive à la salle commune de Rennes-les-Bains. Enfin, je suis à côté de Gilles et ça me fait plaisir, évidemment, de retrouver aussi les gens, non seulement que je connaissais pas, d'autres que je connaissais. Et puis, bon, j'étais heureux de retrouver aussi mon ami Patrice Galacteros. C'est vraiment rare. Je le trouvais surtout à Paris ou à Cergy avec les mousquetaires de l'UFO. Mais là, c'est vraiment étonnant de se retrouver ici en Occitanie. C'est-à-dire, j'en suis pas originaire, mais c'est mon lieu d'adoption, quoi. Voilà. Comment se porte la Gazette de l'UFO ? Eh bien, je voulais arrêter à un moment donné, et puis, bon, ça vient pas. Là, j'ai eu l'occasion d'avoir les livres de Sylvain Matisse. Bon, la numéro 91, j'en ai un petit peu parlé, il y a toujours quelque chose à dire. Et puis là, je suis en train de faire un petit topo sur le livre que m'a apporté Didier Gomez sur tout ce qui concerne la surveillance du nucléaire. Alors c'est le numéro 90, en ce moment il est dans le PC. D'accord. Voilà, il y a à peu près la moitié d'écrit. Alors je rajoute toujours un petit truc, parce que j'estime que comme cette histoire d'objets volants non identifiés, ça peut concerner aussi autre chose, hein. Ce dont on parle Mirmel avec les enlèvements, Sauval avec la conscience, etc. Ça forme un tout. Moi qui est très près de la nature, j'arrive à comprendre tout ça, mais je suppose, je n'affirme jamais, et surtout je transmets. C'est-à-dire j'ai des informations que je fais connaître aux gens. Mais je ne suis pas un chercheur, je ne suis pas compétent. Je transmets mes informations et puis je n'affirme jamais rien parce que moi d'abord je ne sais pas. Et ceux qui sont spécialistes et scientifiques, ils ne savent pas non plus. Ou alors on nous cache des choses, c'est possible aussi. Donc tu es arrivé aujourd'hui, mais qu'est-ce que tu penses de ce symposium ufologique pour ce que tu en as vu ? Oui, j'ai assisté à de nombreuses conférences qui ont été faites par des spécialistes. Mais justement, eux sont des spécialistes, mais moi, ce n'est pas ma spécialité. C'est-à-dire que pris à l'époque par mon travail, j'étais surtout lors des congés ou des moments où j'étais libre, surtout par des enquêtes. Et c'est pas que je m'intéressais pas, mais je n'avais pas le temps de faire comme eux,
étudier les cas. Les cas que l'on découvrait, on les laissait aux chercheurs, hein, surtout ceux de Toulouse. Au début, je me suis occupé surtout des enquêtes à envoyer à LDLN. Pourquoi ? Parce qu'il y avait un cas, comme tout le monde sait maintenant, qui intéressait un membre de ma famille. Mais ça a duré un moment. Par l'intermédiaire d'une histoire semblable du membre de ma famille, j'ai connu des gens comme Georges Mess, Gérard Deforge, Venturini, et je me suis plus rapproché d'une part de ceux de Paris, de Cergy, disons, du Val d'Oise, et arrivé à d'Albi, avec Didier Gomez, Serge Perronnet, etc., quoi. D'ailleurs, lundi dernier, Didier Gomez et Jean-Louis Lagneau, qui a pris la succession de Joël Ménard, on a parlé justement des particularités de la ville d'Albi. On a un petit peu examiné les cas qu'on avait trouvés à l'époque et transmis à la revue. En réalité, il n'y en a pas tellement, mais c'est un petit peu curieux qu'une ville comme Albi, où il n'y avait pas grand-chose à part une centrale électrique et un centre de transformation, qu'il y ait eu autant d'objets volants, enfin, qu'on appelle non identifiés, dans la région d'Albi, quelques-uns quand même assez sérieux sur la ville elle-même, et c'est quand même étonnant. Voilà. Comme tu le sais, quand j'étais venu te voir, je t'avais interviewé pour les mémoires de l'ufologie, mais aussi parce que je préparais un épisode sur les ovnis dans le Tarn, d'ailleurs qui a été beaucoup vu sur la chaîne YouTube ODHTV2. Mais c'est vrai que le Tarn est un département où il y a pas mal de cas, et ça a été enquêté par Didier Gomez, par toi aussi. Mais de toute façon, c'est comme dans tout département, l'ufologie avance dans le temps aussi, hein. Est-ce que tu as eu vent d'autres cas dans le Tarn ? Oui, c'est-à-dire que dans les années de 2006 à 2011, il y a eu beaucoup d'observations dans le Tarn. Moi, personnellement, j'en ai entendu parler parce qu'à l'époque, j'étais occupé dans la région parisienne. Et arrivé à Albi, il a fallu aussi que je travaille à la maison familiale à améliorer l'habitat. Donc moi, les observations que je voyais surtout dans la campagne environnante, c'était surtout ce que les gens voyaient dans le ciel, quoi, la nuit ou autre. C'était, à part 4-5 cas vraiment intéressants, il y avait, pour ma part, je m'en suis pas tellement occupé, quoi. C'était Didier Gomez qui, lui, a réuni tout ça dans un de ses bouquins où il a écrit beaucoup plus donné beaucoup plus de détails, hein. À l'époque, les gens du temps de Serge Perronnet, quand il s'occupait de repas d'Albi, c'était beaucoup de témoins, mais c'est ce que je dis aussi. Je le disais tout à l'heure, c'était pas des chercheurs, quoi. Hein, c'était des gens qui avaient vu, qui faisaient des rapports, des témoignages à transmettre, hein. Dans le détail, je m'y intéressais pas par force. Voilà, c'est ça. C'est plutôt Didier, lui, qui avait certainement plus de temps, je sais pas, mais c'est lui qui en particulier s'en occupe beaucoup plus. Tu parlais à l'instant des boules de l'Aveyron. Est-ce que depuis qu'on s'est vu en juin 2019, il y a eu des news ? Non. Il n'y a plus rien eu. Comme à Albi, il n'y a plus rien. Il y a vraiment, à part ce que tu viens de me dire, là, enfin pour ma part, hein, mais d'habitude, j'entends, je fais les marchés, tout ça. Alors il y a quand même un autre phénomène, c'est que depuis 2019, on est embêté avec la petite bête là. Les gens ont d'autres préoccupations que de lever la tête et regarder les étoiles qui zigzaguent, hein.
Au point de vue économique, politique, sanitaire, bon, ils sont gâtés en ce moment. Hein. Je sais pas trop ce qui se passe. Hein. Ouais. Tu fais partie du CIPO. Pourquoi? C'est-à-dire que parce que j'avais des amis, en particulier Isor, et puis Mirbel. Et puis je trouve que c'était peut-être un petit peu ma place, quoi, hein, pour aider un peu les autres, pour justement parler de ce qui se passait dans l'ufologie ancienne. Parce que je crois savoir qu'à part Georges Mess, qui a près de 90 ans, moi je vais sur 86, je suis un des plus vieux, quoi. Hein, et je suis conscient que je ne pouvais pas peut-être apporter grand-chose au point de vue enquête et le reste. Je l'ai surtout fait par amitié. Voilà, parce que là, je trouve que j'ai trouvé des bonnes personnes. Je ne sais pas si c'est parce qu'on a peut-être pris conscience justement avec l'ufologie que la vie que certains mènent sur la Terre, c'est pas tout à fait ça. Il y a autre chose et il faut non pas agir comme les gens à la maternelle, mais il faut agir comme des adultes. Et j'ai trouvé parmi ces gens-là, surtout quand j'avais pas le moral ou que j'étais pas bien, beaucoup d'amitié et de réconfort. Voilà. Comme aujourd'hui, par exemple, j'ai retrouvé Patrick Galactiro, j'en ai parlé tout à l'heure, hein, on était heureux de se retrouver. Parce que je ne peux plus aller à Paris lors des repas ufologiques de OVNI Paris. Pour rester sur le CIPO, qu'est-ce que tu penses de l'action qu'ils ont menée là dernièrement d'envoyer une lettre au président de la République? C'est-à-dire c'est une chose déjà qui avait été demandée hein, il y a bien longtemps. Il y en a eu même plusieurs, je crois, qui ça aboutit pas, mais enfin au moins ça veut dire qu'il y a des gens qui s'en préoccupent hein, de ce qui se passe. Parce que évidemment il y a des oppositions, il y a des plaisanteries, des choses comme ça, mais quand même les gens voient des choses qu'on ne peut pas s'expliquer. Donc il faudrait peut-être demander aux autorités si elles ont les explications nécessaires et pourquoi elles ne les divulguent pas. Bon, il y en a tout un tas de raisons qu'on comprend, mais quand même il y a certaines choses, ils poussent un peu les choses trop loin, quoi. Hein. D'autant plus que ces autorités, elles sont tristement comiques. Hein. Il y a des moments où ils ne nous prennent pas pour des adultes et il y a des moments où ils nous envoient au baroud sans nous demander la permission. Moi, ça m'est arrivé en tout cas. Question de Jenny Toussignan. Qu'est-ce qui te décourage le plus en ufologie? Qu'est-ce qui me décourage? De ne pas savoir. Et puis aussi la compréhension de certains, c'est-à-dire que les gens ne veulent pas comprendre. Ils ne veulent pas comprendre que ça pose des problèmes à certains. Moi, ça m'a jamais posé aucun problème. La notoriété, je m'en moque, d'une part. En plus, mon éducation m'a fait comprendre. Et puis, quant au reste, les rares fois où on a essayé de m'embêter, les gens se sont découragés. Je ne dis pas pourquoi, tu le sais. Voilà, c'est comme ça. Alors donc, ça m'énerve un peu de ne pas savoir, d'autant plus que j'y ai passé pas mal de temps. Et il m'en reste très peu pour savoir justement. Et puis ce qui m'embête, c'est qu'il y a des gens qui ont été pris pour des imbéciles
Et pourtant, ils avaient vu et vécu. Voilà. Moi, je me rappelle la réflexion d'un de mes voisins. Sa réflexion, elle est peut-être vulgaire, tant pis. Il avait dit « Merde, à la fin, ce que j'ai vu, je l'ai vu quand même. » Et c'était pas à Albi, c'était pas un Parisien, comme on dit, c'était quelqu'un du pays, un gars qui avait les pieds sur terre, un gars de la campagne, un gars qui pouvait pas raconter des histoires, qui connaissait bien la nature, qui n'avait pas de montre sur lui, rien qu'à voir l'emplacement du soleil, il fallait qu'il rentre ses bêtes et tout, etc. Alors ça, c'est quand même casse-pied, parce qu'il y a beaucoup de gens qui en ont souffert. Et il y en a même qui ont perdu leur travail, perdu leur compagne, leurs compagnons et tout, à cause de ça. Hein. Ceux qui se sont beaucoup impliqués ou qui ont eu des histoires. Ça, c'est pas admissible, ça. C'est le caractère de l'humain, je sais pas. Tout le monde, comme disent les jeunes maintenant, tout le monde n'est pas cool. Ensuite, est-ce que l'ufologie en France est plus loin, quête de terrain? J'ai entendu parler maladroitement quelqu'un qui disait que ça l'énervait un peu d'entendre l'ufologie de terrain. Je vais parler autrement, je vais simplement parler d'enquête auprès des témoins. Hein. Il faut quand même admettre que s'il n'y avait pas eu cette ufologie ou ces enquêtes auprès des témoins sur le terrain, il n'aurait rien. Il n'aurait rien du tout. D'accord. Il ne serait pas au courant des détails de ce qui s'est passé. Alors ces enquêtes ont été faites plus ou moins maladroitement, mais elles ont été faites par des amateurs, comme moi le premier. Il y a eu des points qu'on n'avait même pas pensé relever à l'époque. D'ailleurs, moi, quand j'ai commencé, je transmettais mes informations. J'aurais jamais pensé que ça aurait été jusqu'à aujourd'hui, à 3h moins 5, un dimanche. Le 18 juillet, hein, il faut dire le 18 juillet 2021. Oui, c'est pour ça, moi, je suis un peu étonné d'être là aujourd'hui, si tu veux. Ça a commencé un jour comme ça. J'ai connu la revue LDLN par hasard, c'est-à-dire que j'avais eu des ennuis lors de vacances forcées en Algérie quand je suis revenu et j'étais parti dans un hôpital un peu comme le Val-de-Grâce pour me faire soigner. Et j'ai trouvé un espèce de papier tout jauni, c'était un numéro de LDLN que j'ai lu, c'était intéressant. Comme j'avais vu des choses, je me suis dit, tiens, je vais contacter ces gens-là, puis si je peux les aider, je le ferai. Ça a commencé comme ça. Et alors après, j'en ai parlé à quelqu'un qui habitait... à l'époque, j'habitais à Saint-Denis. C'est dans Seine-Saint-Denis. On avait un voisin qui un jour, il avait aussi des papiers. Et il m'a dit, mais j'en ai tout plein, ça. J'ai même le numéro 1. Et il m'avait donné toute sa série qu'il avait. Il y avait quand même pas 100 numéros à l'époque. Hein. Et ça a confirmé un petit peu ce que j'avais. Seulement, je t'ai expliqué qu'il y avait eu une histoire d'ordre familial, il y a même eu un drame. Et en 93, j'ai très été touché par la mort du cousin de ma femme. Et j'ai tout foutu en l'air ce que j'avais en l'air. J'ai tout foutu à la poubelle. Alors ce qui fait que ce qu'on appelle l'ufologie, je l'avais arrêté de 1993 à 2006. Quand j'ai eu, si tu veux, la révélation, la continuité de l'histoire du cousin de ma femme. Moi, le jour où il m'avait dit, si tu veux, un soir on verra et je les appellerai, j'étais un peu stupéfié, mais je dis, mais quoi? J'ai jamais su ça. Est-ce que c'était vrai? Est-ce qu'il racontait des histoires? Tout ça? Je pense pas. Parce que ce que Robert Lortal m'a dit, sans connaître le cousin de ma femme, et le cousin de ma femme ne connaissait pas Robert Lortal, ça s'est exactement produit comme ça. Comme ils l'ont dit l'un et l'autre. Donc
c'est là où ça m'a confirmé quand même qu'il y avait quelque chose. Quoi? J'en sais toujours rien. Et je finirai ma vie, il y a des grandes chances, sans que je le sache. Et ça n'a pas d'importance, l'autre, ils le feront pour moi. Ouais. Il y a, Michael Vaillant disait qu'il va y avoir un renouveau d'observation en 1900, en 35, en 2035. Alors je lui ai dit, moi je sais pas, il y a des grandes chances que je serai mort. Et puis avec Patrick Galtiero, et il me dit, on s'est dit, peut-être que je reviendrai avec les amis d'en haut, j'en sais rien. Comment vois-tu l'ambiance de l'ufologie actuelle comparée à celle que tu as connue quand tu as débuté l'ufologie? Ouais, un jour j'ai dit que quand on a débuté l'ufologie, c'était l'ufologie bon enfant. Oui, par contre, à l'époque, quand on transmettait des informations, c'était sacrément filtré. Parce que par exemple, Veillit et Lagarde et les rédacteurs de Lumière dans la nuit, au départ, n'ont pas parlé d'ufologie, ils n'ont pas parlé de soucoupe volante. Ils parlaient plutôt des choses de la nature, une sorte d'écologie, la santé de l'humain, les risques que pouvait comporter le nucléaire, des choses comme ça, les bombes atomiques. Et le phénomène OVNI est venu après. C'est là qu'ils ont eu besoin d'enquêteurs, et tout ce qu'on leur transmettait était filtré parce qu'ils se méfiaient beaucoup. Hein. Il y avait pas mal de rigolos et d'opposition qui prenaient ce qu'on a appelé après les ufologues pour des rigolos. Et puis ça s'est amélioré au fil du temps, parce qu'il y a eu de plus en plus de témoignages. On s'est aperçu quand même qu'il y avait une anguille sous roche. À l'époque où on a commencé, il n'y avait pas tellement de moyens, mais maintenant il y en a beaucoup plus, hein, avec les caméras, les appareils photo, Internet, la transmission des informations. Ça s'est quand même amélioré, et j'espère que ça continuera, avec non seulement des instruments de communication, mais aussi des instruments d'ordre scientifique, d'analyse de l'espace, des couleurs, etc. D'ailleurs, c'est un petit peu ce qu'a exposé Michael Vaillant ce matin. Hein. Là, ça devient beaucoup plus sérieux déjà. Les gens de métier, les scientifiques, ils s'y intéressent. Ils commencent à s'y intéresser. Et certaines anciennes autorités d'État aussi. Des militaires et des hommes politiques, quels qu'ils soient, hein, de quel pays ils soient. Quand tu as commencé l'ufologie et maintenant, est-ce que ton opinion au sujet des ovnis a évolué? Pas tellement, non, parce que au départ j'étais curieux, mais tout ce que j'ai vu et vécu, ça m'a étonné, et j'en arrive maintenant à ce que je répète encore, ça m'énerve de ne pas savoir. C'est quand même quelque chose, quoi. Le plus que j'ai vu, et dans mes enquêtes, le plus que les témoins ont vu, toutefois, dans l'Aveyron et dans le Tarn, c'est des lumières dans le ciel, de différentes couleurs. Bon, on voit des météores, on voit des satellites, on voit des planètes, d'accord, mais il y en a quand même qui font des exercices, moi j'appelle ça des clowneries, des zigzags, aller à gauche, à droite et tout. C'est-à-dire là il y a eu des choses beaucoup plus inexplicables que par exemple ce qui se passe au sol. Il n'y a pas qu'en l'air que ça se passe, il y a à terre aussi. Par exemple les boules de l'Aveyron, les boules translucides, grosses comme en couleur perle, transparentes, qui font pas de lumière, c'était quand même quelque chose. Ça s'est passé sur une période de 6 mois. Moi, la contre-enquête que j'ai menée,
J'étais pas tout seul, il y avait un jeune qui s'appelait Nicolas Houzard et que je remercie. On a trouvé d'autres témoignages, et en particulier un membre de la famille de mon épouse. Ça n'a rien à voir avec la période de Robert Lortal quand il est sollicité par, je sais pas, des entités quelconques et qui part en stage pendant 1 an. Ça n'a rien à voir. Il y a des choses qui se sont passées dans la campagne aveyronnaise, en particulier ces boules. C'est quand même... beaucoup de gens l'ont vu. D'ailleurs, il y a un endroit qui s'appelle la Boule Blanche. C'est pas pour rien quand même. Hein. Je suis tombé par hasard un jour sur la route et je dis mais c'est pas vrai quoi. Ouais, c'est ce qui surprend quand on va. Bah oui, c'est pas d'hier qu'il y a eu un lieu-dit, la Boule Blanche. Alors c'est dû à quoi, ça j'en sais rien. Hein. À des mégalithes, à des failles. Il y a des mégalithes pas loin, à Lunac. Oui. Et alors le plus beau, c'est qu'on avait essayé de faire une étude avec Nicolas Houzard, c'est-à-dire répertorier sur des cartes d'état-major les mégalithes. Lui, bon, je ne l'avais pas revu après, on n'a pas pu en discuter. Mais moi, l'étude que j'avais faite, on aurait dit un couloir d'autoroute, pas comme les pistes de Nazca, mais enfin ça délimitait un couloir qui faisait quelques kilomètres quand même. Oui, c'est comme à lui, je me suis dit aussi, pourquoi dans la région où j'habite, moi, il y a eu tant de ces phénomènes vus, notamment comme des portes, des choses comme ça. Il y a déjà les veines de charbon qui arrivent jusqu'à chez moi. Il y a une faille qui s'appelle la faille du Rouergue. La fendue. Il y a aussi la grande faille du Rouergue pas loin. Voilà, c'est ça. Chez moi, s'arrête le plateau, où il y a tout un tas de sources qui alimentent des roseaux sur le coteau. Il y a toute une zone qui est interdite de construire parce qu'il peut y avoir aussi des éboulements. Il y a eu la centrale d'Albi électrique, la centrale thermique qui fournissait de l'énergie électrique. À côté, il y avait un groupe de changement de tension de 250 000 kW sur des lignes de 60 000, 30 000 volts. Et alors, à un moment donné, ça, il l'a relaté dans Ufomania. Didier Gomez avait fait une enquête. Il y a quand même eu des boules qui sont venues. Une boule brillante qui est venue par-dessus le château de Castello-de-Lévis s'est transformée en un triangle, a rejoint notre triangle qui était au-dessus des lignes à haute tension. Alors, récemment, je me suis fait refaire mes comment qu'on appelle ça, mes prothèses d'oreille pour entendre. Avant, on mettait des piles. Maintenant, c'est dans une boîte où, comme l'explosif, par sympathie, elle se recharge comme de Wi-Fi, tu vois. Alors, justement, on a discuté lundi dernier avec Didier Gomez et puis Jean-Louis Lagneau. Pourquoi ces ovnis, au-dessus de cette ligne à haute tension, ne devaient pas se ravitailler en énergie, par exemple. Alors, c'est bizarre tout ça, c'est un phénomène bizarre. Tu sais, les gens sont ce qu'ils sont. Dans ce qu'ils disent, il y a à boire et à manger. Bon, je ne demande pas qu'ils parlent de moi comme quelque chose de bien, si tu veux. Ça m'intéresse pas du tout. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que est-ce que ça leur a rendu service ? Est-ce que ça leur a appris quelque chose ? Est-ce que la communication de ce que j'ai pu établir, écrire, enquêter, les a intéressés ? Bon, c'est à eux de voir, hein, c'est pas à moi. Moi, je l'ai fait en tout sincèrement, même pas pour que je sois connu, je m'en fous pas mal de ça.
Et puis ceux qui éventuellement me prendraient pour un rigolo, ça m'intéresse pas. Je dirais pas tant pis pour eux. Je dirais que c'est dommage. Ils ont raté le train, ils ont raté le métro, ils ont raté l'autobus. C'est tout. C'est tout. Moi, de toute manière, je suis sincère. Hein. Je n'ai pu parler d'une part que ce que j'ai vu et vécu, et ce que j'ai recueilli comme témoignage des autres. Ce qui est sûr et certain, c'est que certains de mes témoignages, même s'ils ne sont pas tous passés dans la revue LDLN, je sais qu'elles ont servi à certains pour faire des bouquins. C'est déjà pas mal, même si je n'ai pas été cité. Ça n'a pas d'importance. Eh bien Guy, je te remercie d'avoir répondu à quelques petites questions concernant l'ufologie, d'être passé encore une fois sur ODH TV. C'est toujours un plaisir de t'avoir. Merci pour ce que tu fais au sein de la Gazette de l'UFO, qu'on partage souvent sur la page Facebook d'ODH TV. J'espère que la Gazette va continuer, j'attends la prochaine avec impatience. C'est moi aussi qui te remercie, parce que je sais dans tous les efforts que tu fais pour faire tes vidéos, pour faire tes montages, et je sais que tu en as une grande quantité et tu as beaucoup de travail à venir. Donc, je suis heureux d'être ici, c'est tout. Il n'y a pas de problème. Je ne sais pas si ça durera encore longtemps. Il faut l'espérer. Il va falloir que je me dépêche et que je me soigne bien. Je te donne rendez-vous à la prochaine émission. Merci bien. Au revoir. Merci. Nous remercions vivement Guy Coatanroc de nous avoir accordé cette deuxième interview. Il vous a partagé ses dernières actualités au sein de la Gazette de l'UFO, mais également ses actualités ufologiques et autres. Je tiens également à remercier Bruno Botta et Anne d'avoir réalisé avec moi ces interviews au deuxième symposium ufologique de la Haute-Vallée de l'Aude. Je remercie également les membres de l'équipe d'ODH TV, mais également FTS pour la caméra et l'intendance, mais aussi Jenny T d'avoir regardé si la vidéo ne buguait pas, si tout était correct, et bien sûr de surveiller les différents commentaires que vous nous laissez. Si vous désirez voir ou revoir d'anciennes interviews de Guy Coatanroc, ou autrement des mémoires de l'ufologie en France, je vous invite à cliquer sur les deux liens affichés en dessous de cette vidéo. N'hésitez pas également à mettre un commentaire pourvu qu'il soit constructif. Les commentaires insultants, acerbes, néfastes et les trolls, éjection. De toute façon, la co-administratrice y veille au grain. Je vous donne rendez-vous au prochain entretien et à très bientôt sur ODH TV 2. Au revoir.